Je dois vous parler du réveillon du Nouvel An, car cette nuit-là a tout changé. Pas d'une manière magique à la Disney où les rêves se réalisent à minuit. Non, c'était le genre de changement qui commence par l'humiliation et se termine par vous courant dans un blizzard comme si votre vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Le manoir de mon père se trouve dans l'un de ces quartiers du Connecticut où les maisons semblent avoir été conçues par des gens qui n'ont jamais eu à se soucier des factures de chauffage. Toutes des façades en pierre et ces hautes fenêtres qui permettent à tout le monde de voir vos lustres en cristal. Je suis arrivé dans ma Honda Civic de 2003 vers 9h ce soir-là. La chose crachotait et toussait comme si elle était offensée d'être garée à côté de la BMW de ma sœur et de la Mercedes de ma belle-mère. Le pot d'échappement était maintenu par un cintre en fil de fer et du ruban adhésif. Je ne plaisante pas. Du vrai ruban adhésif. L'air sentait le pain et la fumée sortait quand je suis sorti. Ils avaient ces couronnes de sapin coûteuses à chaque fenêtre. Le genre qui coûte plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Je pouvais déjà entendre des rires à l'intérieur. Le genre de rire chaleureux et travaillé que les gens riches font lors des fêtes quand ils essaient de s'impressionner mutuellement. Je suis resté là une seconde, regardant mon reflet dans la vitre de la voiture. Ma veste était propre, mais les coudes étaient usés et brillants. Mon jean avait ce look délavé qui vient de trop de lavage, pas d'un créateur essayant de simuler la pauvreté. L'écran de mon téléphone avait une fissure d'un coin à l'autre. Il fonctionnait encore principalement, donc je ne pouvais pas justifier de le remplacer. Dans ma poche, j'avais $40 en billets froissés, des pourboires du restaurant où je débarrasse les tables 3 soirs par semaine. Mon grand-père m'aurait dit de me tenir droit. Il disait que la valeur d'un homme n'est pas dans son portefeuille, mais dans sa colonne vertébrale. Il me faisait lire ses vieux livres quand j'étais enfant. Pendant que ma sœur Jessica était scotchée à son téléphone, faisant des duckface pour Instagram. Grand-père Joe me faisait m'asseoir avec Napoléon Hill ou Marc Aurèle. J'avais 12 ans et j'essayais de comprendre les méditations. La moitié me passait au-dessus de la tête, mais une partie est restée. Le pouvoir n'est pas d'avoir des choses, disait-il. C'est d'être quelqu'un qui n'en a pas besoin. J'ai monté les marches en pierre et j'ai sonné. Oui, j'ai sonné. Je ne suis pas entré comme ça. C'était comme ça maintenant. Ma belle-mère a répondu, Diane. Elle m'a regardé de haut en bas avec cette expression comme si j'avais traîné de la merde de chien sur son tapis perçant juste en existant. Elle n'a rien dit, s'est juste écartée et a fait un vague geste vers la salle à manger. La maison sentait incroyablement bon. Dinde rôtie, une sorte de farce sophistiquée au canneberge, cette odeur de levure de pain frais. Mon estomac a gargouillé. J'avais mangé un sandwich de station-service il y a 6 heures. La salle à manger sortait tout droit d'un magazine. Longue table en acajou dressée avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher par assiette que ma voiture. Des bougies partout. Mon père était assis en bout de table dans un pull en cachemire qui coûtait probablement $400. Ma sœur Jessica était sur son téléphone, naturellement, mais elle a levé les yeux assez longtemps pour me faire ce sourire compatissant. 22 ans et elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. J'ai pris ma place. La chaise semblait trop belle. Tout semblait trop beau. De cette manière qui vous rend hyper conscient de ne pas être à votre place. Mon père s'est éclairci la gorge. Robert. J'ai arrêté de l'appeler papa à peu près au moment où il a épousé Diane et a décidé que son ancienne vie était une honte. Il a levé son verre de vin. Un Bourgogne qui, j'en suis sûr, avait un millésime impressionnant et un nom français que je ne pouvais pas prononcer. Il a commencé à parler de famille, de gratitude et de nouveaux départs. Le discours habituel. J'ai décroché, me concentrant sur les flammes des bougies et essayant de ne pas avoir l'air affamé. Puis il s'est tourné vers Jessica. « Ta mère et moi sommes si fiers de toi », a-t-il dit. « Tu termines tes études, ton dévouement. Nous voulons te donner quelque chose de spécial. » Il a fait glisser une petite boîte sur la table. Jessica l'a ouverte et a poussé un cri. Des clés de voiture. Des clés de Jeep Wrangler pour être précis. Le genre avec le porte-clés en cuir. Elle a sauté et l'a serré dans ses bras et Diane rayonnait et moi j'étais juste assis là. Je n'étais pas jaloux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'étais pas assis là à penser que je méritais une voiture. J'observais juste, regardant à quel point c'était facile pour certaines personnes. Comment le monde s'ouvrait à elle comme une fleur. Puis mon père s'est tourné vers moi. « Liam », a-t-il dit, sa voix a changé. Est devenue plus froide, plus formelle.
Ton grand-père est décédé il y a 6 mois. Nous avons réglé la succession. Il y avait très peu de valeur. Il vivait simplement. Il s'est levé et s'est dirigé vers un buffet où Diane gardait ses plats de service sophistiqués. Il y avait quelque chose là, à l'écart de tout le reste. Quelque chose enveloppé dans du papier de soie, comme des ordures attendant d'être sorties. Il l'a ramassé avec juste le pouce et l'index, comme on ramasserait une souris morte par la queue. Il est revenu et l'a posé sur la table devant moi, mais il ne l'a pas fait glisser comme il l'avait fait avec les clés de Jessica. Il l'a posé là avec 2 doigts, comme si cela pouvait le contaminer. Je l'ai déballé. Le portefeuille de mon grand-père, vieux cuir, craquelé et usé par des décennies dans une poche arrière. Le genre de brun qui est presque noir dans les plis. Il sentait comme lui. Comme de l'Allspice et du cuir et autre chose que je ne pouvais pas nommer. La mémoire peut-être. Je l'ai vérifié, a dit mon père. Il est vide, comme tes perspectives. Mais j'ai pensé que tu pourrais le vouloir en souvenir, puisque vous étiez si proches. La façon dont il a dit proche, comme si c'était quelque chose de pathétique. Comme si les heures que j'avais passées avec grand-père Joe étaient du temps perdu parce qu'elles n'avaient pas abouti à des portefeuilles d'actions ou à des adhésions à des country clubs. Jessica avait l'air mal à l'aise. Même elle trouvait ça dur. Mais elle n'a rien dit. Personne n'a jamais rien dit. Je me suis levé, ma chaise a grincé contre le parquet, trop fort dans le silence soudain. Il y a une boîte de choses dans le couloir, a continué mon père. Encore plus de camelotes? Vraiment? De vieilles lettres, quelques médailles militaires, des photographies. Le service de nettoyage de la succession vient demain à 8 heures. Ils se débarrasseront de tout. Si tu en veux, prends-le ce soir. Se débarrasser de tout. Comme si la vie de mon grand-père était le jour des poubelles. Je suis allé dans le couloir. Il y avait une boîte en carton marquée garage d'hiver de l'écriture soignée de Diane. J'ai ouvert les rabats. L'odeur m'a frappé en premier. Cette odeur particulière de moisi de vieux papier et de tissu. Il y avait des lettres attachées avec de la ficelle. Son purple hâte du Vietnam, terni mais toujours lourd. Un chapeau de pêche avec des leurres encore plantés dans le bandeau. Et là, enveloppé dans du papier journal, se trouvait une photographie encadrée. Moi et grand-père Joe. Je devais avoir 10 ans. Nous étions au lac Candlewood. Nous tenions tous les deux une perche qu'il m'avait aidé à attraper. Sa main était sur mon épaule. Nous sourions tous les deux comme des idiots. Je me souviens de ce jour. Comme il avait été patient. Comment il ne s'était pas fâché quand j'avais emmêlé la ligne ou laissé tomber le filet. Comment il avait dit que j'étais un naturel même si ce n'était pas le cas. J'ai ramassé la boîte. Elle n'était pas lourde, mais elle semblait importante. Comme si je portais quelque chose qui comptait plus que son poids physique. Quand je suis revenu dans la salle à manger, il mangeait déjà. Jessica avait son téléphone sorti, probablement en train de poster des photos de ses nouvelles clés de voiture. Mon père n'a pas levé les yeux. Diane m'a fait ce sourire crispé que les gens font quand ils sont soulagés que vous partiez. Je prends ça, ai-je dit, en soulevant légèrement la boîte. Mon père a fait un geste de la main dédaigneux. Tout ce que tu veux. Sois juste parti avant que l'équipe de nettoyage n'arrive. Je suis sorti, je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas claqué la porte, je suis juste sorti dans la froide nuit de décembre. La température avait chuté. Ma respiration sortait en nuages. La neige commençait à tomber. Ces gros flocons qui s'accumulent vite. J'ai mis la boîte sur ma banquette arrière parce que mon coffre était plein de merde. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais l'organiser. La voiture a démarré à la 3e tentative. Le moteur toussant comme un fumeur invétéré. Le chauffage ne fonctionnait pas vraiment, alors je l'ai mis à fond quand même et je suis resté là à frissonner pendant que le pare-brise dégivrait lentement. J'ai ressorti le portefeuille de mon grand-père, je l'ai tenu sous le plafonnier. Le cuir était craquelé le long de la pliure. Il y avait encore de vieilles marques de stylos à l'intérieur. Des numéros de téléphone probablement effacés en fantôme. Je l'ai ouvert complètement, vérifiant les fentes pour carter le compartiment à billets. Vide, exactement comme mon père l'avait dit. Mais mes doigts ont senti quelque chose. Une épaisseur dans la doublure qui ne devrait pas être là. Mon grand-père était paranoïaque à propos des banques. Il a grandi pendant la dépression. Et ce genre de peur vous entre dans les os. Il cachait de l'argent dans des endroits bizarres.
$20 dans une boîte de café. $50 glissés dans des livres. Je l'avais vu faire 100 fois. J'ai passé mon pouce le long de la doublure intérieure. Là, une couture qui n'était pas tout à fait à plat. J'ai conduit jusqu'à chez moi, ce qui a pris 15 minutes à travers des rues qui devenaient de plus en plus glissantes à chaque minute. Mon logement n'en était à peine un. Une chambre au-dessus d'un garage que je louais à une vieille dame pour $400 par mois. Une pièce, une plaque chauffante, une salle de bain partagée au bout du couloir. Mais c'était à moi. J'ai monté la boîte par les escaliers étroits et je l'ai posée sur mon bureau. J'ai allumé toutes les lumières que j'avais, c'est-à-dire une ampoule au plafond et une lampe de bureau. Le portefeuille. J'ai pris un couteau à beurre de mon tiroir et je l'ai délicatement inséré dans la couture de la doublure. Le cuir était assez vieux pour céder un peu. J'ai fait levier doucement et la doublure s'est séparée. Il y avait quelque chose à l'intérieur. J'ai attrapé la pince à bec effilé que je gardais dans mon tiroir à bric-à-brac, je l'ai inséré dans l'ouverture et j'ai tiré. La première chose qui est sortie était un billet de $100, plié serré, comprimé par des années de pression. Je l'ai mis de côté, mes mains commençant à trembler. La deuxième chose était un bout de papier, du papier thermique fin, le genre qui s'efface si on le laisse au soleil. Un billet de loterie, froissé et usé, mais intact. Je l'ai regardé fixement. Les chiffres étaient à peine lisibles. J'ai dû l'incliner sous la lumière. Il y avait 6 chiffres et une date. Le 4 juillet. Mon téléphone. Où était mon téléphone? Je l'ai attrapé de ma poche, j'ai failli le laisser tomber, j'ai tapé loterie Connecticut 4 juillet avec des doigts tremblants. La page a mis du temps à se charger. Mon internet était pourri. Puis je l'ai vu. Jackpot du Powerball, tirage du 4 juillet. Un billet gagnant vendu dans le Connecticut. Montant, $182 millions. Billet toujours non réclamé. Date limite de réclamation, 180 jours à compter de la date du tirage. J'ai fait le calcul dans ma tête. 4 juillet plus 180 jours. Aujourd'hui, 31 décembre. J'ai regardé l'horloge de mon téléphone. 21h47, le bureau de la loterie fermait à minuit le soir du Nouvel An. C'était ça. C'était la date limite. J'ai comparé les chiffres du site web avec les chiffres du billet. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ma vision se brouillait, mais les chiffres ne changeaient pas. Ils correspondaient. Tous les 6. Mon grand-père avait un billet de loterie gagnant d'une valeur de $182 millions, et il l'avait caché dans son portefeuille. Le portefeuille que mon père avait tenu avec 2 doigts comme s'il était contaminé. Le portefeuille qu'il m'avait jeté comme une insulte. Je me suis levé si vite que ma chaise est tombée. J'ai attrapé ma veste, mes clés, le billet, et je l'ai soigneusement glissé dans un sac en plastique que j'avais gardé d'une pizza de la semaine dernière. Mes mains transpiraient et je ne pouvais pas risquer que le papier se dégrade. Le billet de $100 est allé dans ma poche. L'horloge sur mon mur indiquait 21h52. Google a dit que le centre de réclamation de loterie le plus proche se trouvait dans une station-service sur la route 7, à environ 13 km. Ils avaient un terminal de validation. Mais Google a aussi dit que les routes devenaient mauvaises. Accident sur l'île 95. La circulation était à l'arrêt. J'ai descendu les escaliers en courant. La lumière de ma propriétaire était allumée, mais je ne me suis pas arrêté pour expliquer. J'ai démarré ma voiture. Elle a démarré au premier essai. Pour une fois dans sa misérable vie. La neige tombait fort maintenant. Pas le joli genre. Le genre qui efface les routes et fait disparaître toutes les autres voitures dans un bruit blanc statique. Je me suis engagé dans la rue. Mon pneu a patiné une seconde avant d'accrocher. L'horloge de mon tableau de bord indiquait 22h01. La route était déjà couverte. Je pouvais à peine voir les marquages au sol. Mes essuie-glaces laissaient plus de traînées qu'ils n'essuyaient. Je me suis penché en avant, agrippant le volant à 2 mains, essayant de voir au-delà du mur blanc. J'ai pensé à mon grand-père, comment il disait que le succès vient aux gens qui sont prêts à agir quand tout le monde dort. Comment il m'a appris que les obstacles n'étaient que des tests. Que l'univers ne se soucie pas de vos excuses. Le feu de circulation devant moi est passé au rouge. Je me suis arrêté. Ma voiture a glissé de quelques pieds avant que les freins ne prennent. J'ai regardé l'horloge. 22h08, la route 7 était encore à 10 km. La neige empirait.
J'ai sorti mon téléphone au feu rouge. J'ai vérifié le trafic. L'application montrait des lignes rouges partout. Embouteillage. L'accident sur l'île 95 avait tout bloqué. Toutes les routes principales étaient des parkings. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré prudemment. La voiture a fait un tête-à-queue léger. J'ai corrigé, j'ai continué à avancer. Il devait y avoir un autre moyen. Des routes secondaires, quelque chose. J'ai pris une décision. J'ai tourné à droite, loin des routes principales, sur des rues résidentielles que les chasse-neige n'avaient pas encore touchées. Ma voiture a lutté à travers 15 cm d'accumulation. Le moteur a gémi. Allez, ai-je murmuré. Allez. L'horloge indiquait 22h15 quand j'ai tourné dans ce que je pensais être un raccourci, mais la route ne traversait pas. Elle se terminait en cul-de-sac. J'ai juré, j'ai mis la voiture en marche arrière, j'ai reculé, j'ai fait demi-tour. Le pneu a patiné. J'ai balancé la voiture d'avant en arrière, la sentant avancer centimètre par centimètre dans la neige. Finalement, elle a accroché et j'ai accéléré dans le sens d'où je venais. Je pouvais voir des lumières au loin. Pas des feux de circulation, des lumières de commerce. La station-service, peut-être. Je n'étais même plus sûr. La neige était si épaisse, c'était comme conduire dans un tunnel de statique. J'ai juste continué à avancer, parce que s'arrêter n'était pas une option. Parce que quelque part là-bas, à moins de 2 heures, il y avait un terminal qui pouvait tout changer. Et je n'allais pas laisser mon père avoir raison sur moi. Pas ce soir. Le chauffage cliquetait et haletait, soufflant un air à peine chaud. Ma respiration embuait le pare-brise plus vite que le dégivrage ne pouvait le nettoyer. Je l'ai essuyé avec ma manche, laissant des traînées. La route a tourné. Je l'ai suivi, roulant à 30 km/h, ce qui semblait voler dans ces conditions. L'horloge avançait. 22h17, 22h18. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur a protesté. La voiture a dérapé sur le côté pendant une seconde à couper le souffle, puis s'est redressée. J'ai pensé à la photographie dans la boîte. Moi et grand-père Joe au lac. Sa main sur mon épaule. Sa voix disant que j'étais un naturel même si ce n'était pas le cas. Il m'avait laissé ça. D'une manière ou d'une autre, il avait su. Il m'avait laissé une chance. Et je n'allais pas la gâcher. La neige est tombée plus fort. Mes phares creusaient 2 faibles tunnels dans le blanc. Mon GPS de téléphone indiquait que j'étais à 5 km de la route 7. 5 km, ça aurait pu être 500. Mais j'ai continué à conduire, dans la tempête, dans la nuit. Puis je les ai vus. Une mer de feux de freinage rouge brillant à travers la neige devant moi. La bretelle d'accès à l'autoroute. Les voitures ne bougeaient pas. Elles étaient juste là, les pots d'échappement crachant de la fumée blanche dans la tempête. Mon estomac s'est noué. Parce que le temps pressait. Les feux de stop s'étendaient aussi loin que je pouvais voir. Un mur solide de rouge brillant à travers la neige qui tombait, comme une sorte d'avertissement apocalyptique. J'ai doucement levé le pied de l'accélérateur et ma voiture s'est arrêtée derrière une camionnette avec un autocollant de pare-choc Trump et un autocollant fier parent d'un élève méritant. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai vérifié mon téléphone. 22h23, le GPS essayait de me rediriger, mais chaque itinéraire alternatif affichait du rouge. Tout était bloqué. Un accident quelque part plus loin avait transformé l'île 95 en parking. Je suis resté assis là peut-être 30 secondes, regardant ma respiration embuer le pare-brise, sentant la chaleur lutter pour suivre le froid qui s'infiltrait par chaque interstice des vieux joints de ma voiture. Puis j'ai pris une décision qui était soit brillante, soit incroyablement stupide. Je ne pouvais pas rester assis là. Pas ce soir. Je me suis mis sur l'accotement, conduisant lentement le long d'une file de voitures à l'arrêt. Certaines personnes ont klaxonné. Un type a baissé sa vitre et a crié quelque chose à propos d'attendre mon tour. Je les ai tous ignorés. Ma voiture a rebondi sur des ornières gelées, raclant le bas de caisse avec un cri métallique qui m'a fait grimacer. Le billet de $100 et les $40 de pourboire étaient dans ma poche. Le billet de loterie était pressé contre ma poitrine à l'intérieur de ma veste, enveloppé dans ce sac à pizza graisseux. Un quart de mile plus loin, j'ai vu le problème. Un semi-remorque s'était mis en portefeuille sur 3 voies. Il y avait des fusées éclairantes partout, projetant une lumière orange sur la neige.
La police d'État avait des voitures qui bloquaient la route. Une ambulance était là, ses gyrophares tournant mais sans sirène. Cela signifiait soit que tout le monde allait bien, soit que quelqu'un n'allait vraiment pas bien et qu'il n'y avait plus d'urgence. Je me suis garé aussi loin que possible sur l'accotement et j'ai coupé le moteur. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone. 22h31, le terminal de loterie le plus proche se trouvait dans une station Shell sur la route 7. Selon mon GPS, il était à 3 km, normalement 10 minutes. Ce soir, dans ce désordre, peut-être jamais. Je suis sorti de la voiture. Le vent m'a frappé comme une chose physique, plein de cristaux de glace qui me piquaient le visage. La température était tombée en dessous de 0. Ma veste était vieille, le genre qu'on trouve chez Goodwill parce qu'elle coûte 5 $ et est assez imperméable. La fermeture éclair s'est coincée à mi-chemin. Je pouvais voir des lumières à travers les arbres de l'autre côté de l'autoroute. Jaune et blanche, l'allure incomparable d'une station-service. Ça avait l'air proche, peut-être un mile et demi. Un chemin direct à travers les bois au lieu de suivre la route. J'ai regardé l'embouteillage, les flics qui traînaient en buvant du café dans des thermos, ma voiture, qui serait coincée ici jusqu'à ce qu'ils dégagent l'accident. Puis j'ai regardé la glissière de sécurité. Mon grand-père me faisait courir avec lui quand j'étais enfant. 5 heures du matin tous les samedis, quel que soit le temps. Il avait été un marine, et il n'avait jamais vraiment quitté cette mentalité. La douleur est temporaire, disait-il quand je me plaignais du froid ou de mes jambes en feu. Le triomphe est éternel. J'ai grimpé par-dessus la glissière de sécurité. La forêt de l'autre côté n'était pas un parc entretenu. C'étaient les bois du Connecticut en hiver. Un sous-bois dense enfoui sous la neige. Des troncs d'arbres tombés, cachés comme des pièges. Le genre de terrain qui tord les chevilles et brise les os si on ne fait pas attention. Je n'ai pas fait attention. J'étais désespéré. J'ai traversé la première ligne d'arbres nus, les branches s'accrochant à ma veste. La neige était profonde ici, intacte de chasse-neige ou de pas. Je me suis enfoncé jusqu'au genou dès le premier pas. J'ai retiré ma jambe et j'en ai fait un autre. Je me suis de nouveau enfoncé. Ça allait prendre une éternité. J'ai changé de stratégie, cherchant des zones où la neige était moins profonde. Sous les sapins, ce n'était pas si profond. Je me suis déplacé d'arbre en arbre, utilisant les troncs pour me tirer en avant. Mes mains étaient déjà engourdies. J'avais oublié mes gants. Bien sûr que je les avais oubliés. J'ai vérifié mon téléphone. 22h47, l'écran devenait difficile à lire. La neige s'accumulait dessus plus vite que je ne pouvais l'essuyer. Les lumières devant ne semblaient pas plus proches. J'ai continué à avancer. Un pied, puis l'autre. Mon jean était trempé sous le genou. Mes baskets, jamais imperméables au départ, étaient pleines de neige qui fondait contre mes chaussettes. Chaque pas faisait un bruit de clapotis. Je suis arrivé à une clôture en grillage, de 2,5 mètres de haut, à moitié enfouie dans une congère. Je l'ai suivi, cherchant une brèche ou un portail. Rien. La clôture s'étendait dans les deux sens dans l'obscurité. J'ai attrapé un fil et j'ai commencé à grimper. Mes doigts étaient si froids que je pouvais à peine sentir le métal. J'ai mis un pied, puis l'autre. La clôture a tremblé et a cliqueté sous mon poids. En haut, il y avait du fil de fer barbelé, pas le genre décoratif. Le vrai, avec des barbelures assez pointues pour déchirer la peau. J'ai essayé de passer ma jambe par-dessus avec précaution. Ma veste s'est accrochée. J'ai entendu la déchirure avant de la sentir. Le tissu s'est déchiré et quelque chose de pointu a traîné sur mon avant-bras. Pas profond, mais assez. J'ai senti la piqûre même dans le froid. Je ne me suis pas arrêté. Je me suis hissé par-dessus et je suis tombé de l'autre côté, atterrissant dans une neige plus profonde que prévu. Je suis tombé lourdement, un genou heurtant quelque chose de solide sous la poudreuse, un rocher ou une racine. Une douleur a jailli dans ma jambe, chaude et vive. Je suis resté à terre une seconde, haletant. Ma respiration sortait en nuages déchiquetés. Je pouvais goûter le sang. Je m'étais mordu la lèvre à un moment donné sans m'en rendre compte. 22h54, je me suis levé, j'ai recommencé à bouger. Le paysage ici était différent, plus ouvert. J'ai réalisé que j'étais sur le terrain arrière de quelqu'un. Il y avait des pièces de voiture rouillées à moitié enfouies dans la neige, un vieux réfrigérateur sur le côté.
La clôture était la limite de la propriété. Les lumières de la station-service étaient plus proches maintenant. Je pouvais voir le panneau Shell, ce logo jaune et rouge traversant la tempête comme un phare. J'ai couru, ou j'ai essayé. Mes jambes ne voulaient pas coopérer. Tout ce qui était en dessous de ma taille était engourdi ou en feu. Je ne pouvais plus faire la différence. Mon jean mouillé avait gelé en une sorte de carton, me frottant à chaque pas. J'ai pensé à ma sœur recevant ses clés de Jeep. Au visage de mon père quand il m'a tendu ce portefeuille. À la façon dont toute cette nuit avait été conçue pour m'humilier, pour me remettre à ma place. Au diable tout ça. Au diable tout. J'ai traversé le terrain et j'ai atteint une petite route d'accès, non déneigée mais praticable. Je pouvais voir la station clairement maintenant. Il y avait 2 voitures aux pompes et des lumières allumées à l'intérieur de la supérette. L'horloge sur le panneau d'affichage indiquait 23h03. J'étais proche. Si proche. J'ai traversé la route en trottinant, mon jean gelé faisant un bruit de craquement étrange. Ma veste flottait là où elle s'était déchirée. L'air froid s'est engouffré par l'ouverture, frappant la coupure sur mon bras. Je pouvais sentir le sang là, collant et chaud contre la glace. Le parking était une plaque de verglas sous une fine couche de neige fraîche. J'ai fait 3 pas et mes pieds ont dérapé. Je suis tombé lourdement sur ma hanche, j'ai glissé de quelques pieds et j'ai heurté la base en béton d'une pompe à essence. Pendant une seconde, je suis resté là à regarder la neige tomber. Les flocons étaient plus petits maintenant, plus durs, du grésil se mélangeant à la neige. Ça piquait quand ça me frappait le visage. Je me suis levé. Tout me faisait mal, ma hanche, mon genou, mon bras. Je tremblais si fort que mes dents claquaient. L'entrée du magasin était à 6 mètres. Les 6 mètres les plus chauds que j'ai jamais traversés. J'ai poussé la porte et la chaleur m'a frappé comme un mur. Le changement soudain de température a fait brûler ma peau. Mes doigts ont commencé à picoter, puis à me faire mal, puis à crier alors que la circulation revenait. Le caissier était un jeune, peut-être 19 ans, affalé derrière le comptoir, regardant quelque chose sur son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entré et ses yeux se sont agrandis. Je devais avoir l'air de sortir d'une tombe, trempé, déchiré, saignant, couvert de neige. J'ai essayé de parler, mais ma mâchoire tremblait trop. J'ai levé un doigt. Attendez, juste attendez. Je me suis penché, les mains sur les genoux, essayant de respirer. Le magasin sentait le vieux café et les hot-dogs qui tournaient sur ses rouleaux en métal depuis environ 6 heures de trop. Les néons étaient trop vifs. Tout était trop vif. Le caissier m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin qu'il appelle quelqu'un. J'ai secoué la tête. J'ai sorti le sac en plastique de ma veste. La graisse de la pizza avait maculé ma chemise, mais le billet était intact. J'ai marché jusqu'au comptoir, les jambes raides, et je l'ai posé. J'ai besoin que vous scanniez ça, ai-je réussi à dire. Billet de loterie. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Ce qui est juste, je l'étais probablement. L'horloge sur le mur derrière lui indiquait 23h08. Il a ramassé le billet avec précaution, comme s'il pouvait être contaminé. Il était froissé et humide de sueur et de neige fondue. Il s'est dirigé vers le terminal de loterie au bout du comptoir et l'a inséré dans le scanner. Rien ne s'est passé. Il a essayé à nouveau. Toujours rien. Il a appuyé sur quelques boutons, a froncé les sourcils en regardant l'écran. La machine est bizarre, a-t-il dit. Donnez-moi une seconde. 23h11, je l'ai regardé appuyer sur des boutons. L'écran a clignoté. Il a marmonné quelque chose à voix basse et a appuyé sur d'autres boutons. Le terminal a fait un bruit de grincement comme si quelque chose à l'intérieur était coincé. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je me suis appuyé contre le comptoir parce que rester debout était soudainement très difficile. Le jeune a retiré le billet et a essayé de le réinsérer. Cette fois, la machine l'a accepté, le tirant avec un vrombissement mécanique. L'écran s'est allumé, chargement. Le mot est resté là, se moquant de moi. 23h14 chargement. Chargement. Je voulais tendre la main par-dessus le comptoir et secouer la machine. Secouer le jeune. Secouer l'univers entier. L'écran a changé. Erreur. Bourrage papier. Vérifier l'imprimante. Non. 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 Non.
Le caissier a ouvert un panneau sur le côté du terminal et a jeté un œil à l'intérieur. Il a retiré un morceau de papier qui s'était coincé dans un rouleau, l'a froissé et l'a jeté à la poubelle. Il a appuyé sur d'autres boutons, a attendu. La machine s'est réinitialisée. L'écran est devenu noir, puis s'est rallumé avec le logo de la loterie. 23h18 s'il vous plaît, ai-je dit, s'il vous plaît, essayez encore. Il a inséré le billet. Le voyant du scanner a clignoté en rouge. A clignoté en vert. La machine a vrombi, puis plus rien. L'écran affichait l'erreur de connexion. Contactez le support. J'ai éclaté de rire. C'est sorti comme un sanglot. Le jeune m'a regardé avec une inquiétude sincère maintenant. Se demandant probablement s'il devait appuyer sur l'alarme silencieuse. Je suis désolé, mec, a-t-il dit. Le système est en panne. Ça arrive parfois quand il fait mauvais temps. C'est peut-être la connexion satellite. Je l'ai regardé fixement. Le billet était toujours dans sa main. Essayez encore une fois, ai-je dit. S'il vous plaît, juste une fois de plus. 23h21, il a haussé les épaules et a appuyé sur un bouton intitulé « Redémarrer le système ». Le terminal est devenu noir. Nous sommes restés là à le regarder, attendant. Les lumières du magasin ont clignoté une fois. Allez, ai-je murmuré. Allez, allez, allez. Le terminal est revenu à la vie. L'écran a de nouveau affiché le logo de la loterie, puis le menu principal. Le jeune a inséré mon billet. Le voyant du scanner est devenu vert. La machine a vrombi plus longtemps cette fois. L'écran affichait le chargement, mais différemment d'avant. Cette fois, il y avait une barre de progression. J'ai retenu mon souffle. 23h24, la barre s'est remplie. 50%. 75, le terminal a émis 3 bips forts. L'écran a clignoté. Gagnant détecté. Prix majeur. Ne pas jeter le billet. La bouche du jeune est tombée. Il a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Bon sang, a-t-il murmuré. L'imprimante à l'intérieur du terminal s'est mise en marche lentement. Si incroyablement lentement. Je pouvais entendre chaque clic mécanique alors qu'elle faisait avancer le papier. Le son des points imprimés sur du papier thermique. Chaque seconde s'étirait en 1 heure. 23h26, le caissier fixait juste la machine, moi. La machine. Combien, ai-je demandé. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Il a regardé l'écran. Son visage était devenu pâle. Il dit 182 millions de dollars. L'imprimante continuait. Clic, clic, clic. Le reçu est sorti millimètre par millimètre. Je voulais tendre la main et le tirer moi-même, mais j'ai forcé mes mains à rester sur mes côtés. 23h27, finalement, l'imprimante a terminé. Le jeune a déchiré le reçu le long du bord perforé. Il me l'a tendu à 2 mains, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Je l'ai pris. Le papier était chaud de l'imprimante. J'ai regardé le texte. Il y avait des numéros, des codes de réclamation, des tampons de validation, et en bas, en petits caractères, heure de la transaction, 31 décembre, 23h, 27 minutes et 18 secondes. Mes jambes ont lâché. Je ne suis pas tombé. J'ai juste glissé jusqu'à ce que je sois assis sur le sol sale de la station Shell, le dos contre le comptoir. Mes mains tremblaient si fort que le reçu cliquetait. Le caissier est passé derrière le comptoir. Il m'a demandé si j'avais besoin d'eau, si j'étais blessé, si j'avais besoin qu'il appelle quelqu'un. Je ne pouvais pas répondre. Je riais ou je pleurais. Les deux. Les sons qui sortaient de moi n'avaient aucun sens. J'avais réussi. Contre la circulation et la neige et les clôtures en grillage et les terminaux de loterie défectueux. Contre le mépris de mon père et le désir apparent de l'univers de me faire échouer. J'avais réussi. J'ai regardé à nouveau le reçu. J'ai lu l'horodatage. 31 décembre 23h, 27 minutes et 18 secondes. Moins de 3 minutes après que le système soit revenu en ligne. Si ce terminal s'était planté 5 minutes de plus. Si je n'avais pas sauté cette clôture. Si j'avais attendu dans les embouteillages comme tout le monde. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'avais réussi. J'ai pensé à mon grand-père cachant ce billet dans son portefeuille.
À la façon dont il devait savoir ce qu'il faisait. À la façon dont il m'avait laissé ce test. Pas seulement l'argent, mais la chance de prouver que je pouvais me battre pour quelque chose. Que je pouvais persévérer quand les choses devenaient difficiles. La douleur est temporaire, disait grand-père Joe. J'étais assis sur un sol qui n'avait probablement pas été lavé depuis Thanksgiving, trempé jusqu'aux os, saignant, contusionné, à moitié gelé. Mais je tenais un reçu qui disait que j'avais gagné. Le triomphe est éternel. Le caissier m'a aidé à me relever. Il m'a apporté une bouteille d'eau du réfrigérateur et a refusé que je la paie. Il n'arrêtait pas de me regarder avec cette expression d'admiration, comme si je venais de faire atterrir un vaisseau spatial sur le parking. Je suis resté au comptoir à boire de l'eau, sentant la chaleur revenir lentement dans mes os. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. L'écran était encore plus fissuré qu'avant, une toile d'araignée dans un coin, mais il fonctionnait toujours. 23h33, j'avais des messages vocaux. Mon père, Jessica, Diane. Je ne les ai pas écoutés. J'ai regardé le billet dans le sac en plastique et le reçu dans mon autre main, la validation officielle, la preuve que je l'avais réclamé à temps. Le jeune m'a demandé si j'avais besoin qu'on me dépose quelque part, si j'avais un moyen de rentrer chez moi. J'ai pensé à ma voiture, toujours coincée sur l'accotement de l'île 95 derrière un semi-remorque en portefeuille. J'ai pensé à la chambre au-dessus du garage dont je n'aurais plus besoin très longtemps. Au manoir de mon père et au fait que je n'aurais plus jamais à me tenir dans cette salle à manger, me sentant petit. J'avais des options maintenant. De vraies options. Pour la première fois de ma vie. Je me suis assis dans l'une des chaises en plastique près de la fenêtre, regardant la neige tomber à travers le halo des lumières de la station. Le reçu était dans ma poche. Le billet était pressé contre ma poitrine. Mes vêtements commençaient à dégeler, créant une flaque sous ma chaise. Le caissier me regardait de derrière le comptoir, se demandant probablement encore s'il devait appeler quelqu'un, si j'étais en train de faire une dépression nerveuse. Peut-être que je l'étais, mais c'était la meilleure dépression que j'ai jamais eue. J'ai sorti le reçu une dernière fois. Je me suis permis de vraiment le voir. Heure de la transaction, 31 décembre 23h, 27 minutes et 18 secondes. Texte noir sur papier thermique blanc. Une preuve solide et réelle. J'avais battu la date limite. J'avais gagné. Je pensais que le plus dur était passé. Je ne savais pas que gagner était en fait la partie facile. Le garder, ça allait devenir une guerre. 2 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout s'effondre. Je pensais que gagner à la loterie résoudrait mes problèmes. Je pensais que le plus dur était passé. Je me trompais sur beaucoup de choses à l'époque. La première semaine après le Nouvel An a été un tourbillon. J'ai déposé une réclamation auprès de la commission de la loterie. Ils ont vérifié le billet. J'ai assisté à des réunions avec des conseillers financiers qui souriaient trop et des avocats qui ne souriaient pas du tout. Tout le monde voulait une part. Tout le monde avait des conseils. Je comprenais à peine la moitié de ce qu'ils disaient. Des termes comme rente contre somme forfaitaire, implication fiscale, fiducie de protection des actifs. C'était comme s'ils parlaient une langue étrangère. J'ai pris la somme forfaitaire. Après les impôts fédéraux à 37% et les impôts d'État à 6% supplémentaires, je regardais environ 104 millions de dollars. Une somme toujours absurde. Toujours plus que ce que je pouvais concevoir. Les fonds devaient être débloqués en 60 jours. Procédure standard, disait-il. Juste une période d'attente. Pendant que tout se traitait, j'ai quitté la chambre au-dessus du garage. J'ai trouvé un motel bon marché sur la route 7, le genre avec des tarifs à la semaine et un distributeur automatique qui n'acceptait que la monnaie exacte. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Pas de propriétaire, pas de salle de bain partagée. Juste un lit, une télé qui captait 5 chaînes et une fenêtre qui donnait sur le parking. Je gardais la boîte en carton avec les affaires de mon grand-père dans le coin. Les médailles, les lettres, le chapeau de pêche, la photographie encadrée de nous au lac. Le verre encore intact à l'époque. Puis mon père l'a découvert. Je ne sais pas comment. Peut-être que quelqu'un à la commission de la loterie l'a divulgué. Peut-être qu'un employé du cabinet d'avocats a dit quelque chose à quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un d'autre. Dans un État comme le Connecticut, l'argent a une façon de faire du bruit. Mon téléphone a sonné un mardi matin. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même.
C'était un cabinet d'avocats, prestigieux, le genre avec 3 noms de famille dans le titre. Ils m'ont informé très poliment qu'ils représentaient Robert Chin dans une affaire civile. Mon père. Il déposait une plainte. Le terme juridique était conversion d'actifs successoraux. J'ai dû le chercher plus tard. En gros, mon père prétendait que le portefeuille faisait partie de la succession de mon grand-père, que lui, en tant qu'héritier principal, avait droit à tout ce que mon grand-père possédait au moment de sa mort, y compris le contenu de ce portefeuille. Son argument était simple. Il ne savait pas que le billet de loterie était à l'intérieur. S'il l'avait su, il n'aurait jamais donné le portefeuille. Par conséquent, le transfert n'était pas valide. Erreur de fait, l'ont-ils appelé. J'ai engagé un avocat, un type nommé Maurice, qui travaillait dans un bureau de centre commercial entre un salon de manucure et un service de préparation de déclaration de revenus. Il était moins cher que les grands cabinets, et il semblait honnête, ce qui était plus que ce que je pouvais dire de la plupart des avocats. Maurice m'a exposé la situation autour d'un café dans un dîner qui sentait la graisse et la déception. Le problème, a-t-il dit, c'est la preuve. Sans preuve que ton grand-père avait spécifiquement l'intention de te donner ce billet, la loi favorise ton père en tant que principal bénéficiaire de la succession. Le droit de la famille est désordonné comme ça. L'intention compte, mais prouver l'intention est presque impossible quand la personne qui a fait le don est morte. Il m'a aussi rappelé les impôts. Comme si je pouvais oublier que le fisc allait prendre sa part, peu importe qui finissait avec l'argent. 37% fédéral, 6% d'État. Peu importait que je gagne ou perde un procès. Le gouvernement allait être payé. Maurice a déposé une réponse. Nous avions une audience prévue pour mars. Puis les avocats de mon père ont déposé une demande d'ordonnance de restriction temporaire. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait jusqu'à ce que Maurice l'explique. Une TRO. Il demandait au tribunal de geler mes actifs jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, pour s'assurer que je ne puisse pas dépenser l'argent avant que le juge ne rende sa décision. Le tribunal l'a accordé. Comme ça, mes comptes bancaires ont été gelés. Les gains de la loterie, toujours en traitement, ont été bloqués. Je ne pouvais toucher à rien. J'avais exactement $217 dans mon portefeuille et la monnaie qui se trouvait dans le porte-gobelet de ma voiture. Je suis allé au bureau du motel pour payer une autre semaine. La femme derrière le comptoir, une dame fatiguée d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture sur une chaîne, a passé ma carte. Refusé. Elle a essayé à nouveau. Toujours rien. Je suis désolé, a-t-elle dit. Elle avait l'air vraiment désolée. Le système dit que votre carte a été bloquée. Avez-vous un autre moyen de paiement? Je lui ai donné l'argent de mon portefeuille. Ça couvrait 3 jours de plus. Maurice a appelé cet après-midi-là. Il avait entendu parler de la TRO. Il avait l'air frustré, ce qui était en quelque sorte pire que s'il avait eu l'air en colère. La frustration signifiait qu'il s'y attendait, mais qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, ce que les gens disent quand il faut vraiment s'inquiéter. Nous nous battrions au tribunal. Nous présenterions notre cas. Le juge verrait la raison. Mais sa voix ne correspondait pas à ses mots. Je pouvais entendre le doute. Je lui ai posé des questions sur les frais de justice, sur le coût de tout ça. Il est resté silencieux une seconde, puis il a dit que nous trouverions un arrangement, qu'il croyait en l'affaire. Je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'il travaillait au résultat. Ça voulait dire que si je perdais, il n'obtenait rien. Cette nuit-là, je me suis assis dans la chambre du motel, les lumières éteintes. Je ne pouvais pas me permettre de faire fonctionner le chauffage, alors je me suis assis sous la fine couverture et j'ai regardé ma respiration embuer l'air froid. La batterie de mon téléphone était à 8%. J'avais tout débranché pour économiser l'électricité, comme si cela avait une importance. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais qui? Jessica le dirait à mon père. Mon père était celui qui me poursuivait. Je n'avais pas d'amis. Pas vraiment. Les gens avec qui j'avais travaillé au restaurant avaient arrêté de m'envoyer des textos après que j'ai démissionné. Il s'avère que gagner à la loterie ne vous rend pas populaire. Ça fait de vous une cible. J'avais faim. J'avais mangé le reste d'un sac de chips de station-service pour le petit déjeuner. Le distributeur automatique dehors voulait la monnaie exacte et je ne l'avais pas. J'ai regardé la boîte en carton dans le coin. Les affaires de mon grand-père. Je la traînais depuis le réveillon du Nouvel An.
À travers les changements de chambre de motel, les réunions d'avocats, tout. Je l'ai ouverte. L'odeur m'a frappé en premier. Cette odeur de moisi de vieux papier et de tissu. Les lettres attachées avec de la ficelle, la médaille purpelate, le chapeau de pêche, et là, enveloppé dans du papier journal, la photographie encadrée. Je l'ai sortie avec précaution. Moi et grand-père Joe au lac Candlewood. J'avais 10 ans, des dents de lait manquantes et un coup de soleil, tenant une perche probablement trop petite pour la garder, mais nous l'avons gardée quand même parce que j'étais si fier. Sa main était sur mon épaule. Nous sourions tous les deux. Je me souviens de ce jour. Comme il avait été patient. Comme il m'avait appris à lancer sans s'énerver quand j'émêlais la ligne. Comme il avait dit que j'étais un naturel même si ce n'était clairement pas le cas. Le cadre était en bois bon marché, le genre qui se déforme avec l'humidité. Le verre avait tenu le coup, cependant, toujours clair après toutes ces années. J'ai passé mon pouce le long du bord. J'ai senti la douceur du verre, la texture rugueuse du bois. La voix de mon père a résonné dans ma tête, celle de cette table de dîner il y a 2 mois. Vide, comme tes perspectives. Tu es un échec, Liam. Tu as toujours été un échec. Et peut-être qu'il avait raison. Me voilà, soi-disant gagnant à la loterie, assis dans le noir dans une chambre de motel bon marché, affamé, froid et seul. L'argent était gelé. Le procès avançait lentement. Mon avocat semblait vaincu avant même que nous ayons commencé. J'allais perdre. Je le sentais. Le système n'était pas conçu pour les gens comme moi. Il était conçu pour les gens comme mon père, des gens avec de l'argent, des relations et des avocats dont les bureaux avaient de vrais meubles au lieu de chaises pliantes. J'ai tenu la photographie contre ma poitrine. J'ai senti son poids. Solide, réel. J'ai pensé à mon grand-père, aux heures que nous avions passées ensemble, aux livres qu'il m'avait fait lire. Marc Aurèle, Napoléon Hill, toute cette philosophie sur la force, le caractère et la persévérance. À quoi bon tout ça maintenant? À quoi bon être fort quand tout le système juridique est truqué contre vous? J'ai regardé à nouveau la photographie, mon moi plus jeune, si heureux, si stupide, pensant que le monde était juste, pensant que le travail acharné et le bon caractère comptaient. Mes mains tremblaient de froid ou de colère. Je ne pouvais plus faire la différence. Tout se brouillait. Le verre captait la faible lumière du parking à l'extérieur. Je pouvais y voir mon reflet. Fantomatique et déformé. Tu es un échec. La voix de mon père. Ou peut-être ma propre voix maintenant. Difficile de faire la différence. J'ai serré le cadre plus fort. Mes jointures devenant blanches. La photographie s'est brouillée derrière le verre. Ma vision se brouillait aussi. De larmes, d'épuisement ou de désespoir. J'ai serré plus fort. Le verre s'est fissuré. Un son sec dans la pièce silencieuse. Une toile d'araignée de fracture s'étendant là où mes pouces appuyaient. Le son de quelque chose qui se brise. Le son de l'abandon. J'ai relâché ma prise. Soudainement horrifié par ce que j'avais fait. C'était le dernier bon souvenir que j'avais. Et je venais de le détruire. Le cadre s'est désintégré dans mes mains. Le dos s'est détaché. La photographie a glissé avec des éclats de verre brisés qui ont capté la lumière en tombant. Et autre chose est tombée aussi. Un morceau de papier, plié, jauni sur les bords. Il a atterri sur mes genoux, à peine visible dans l'obscurité. Je l'ai ramassé avec précaution, ma main tremblant toujours, je l'ai déplié sous la faible lumière d'une fenêtre. C'était une lettre manuscrite. L'écriture de mon grand-père. Les lettres capitales soignées qu'il avait apprises chez les marines. La date en haut était de juin, une semaine avant sa mort. Je l'ai lu une fois, puis à nouveau, plus lentement, en m'assurant de bien comprendre chaque mot. Elle m'était adressée à moi, pas à sa succession, pas à mon père. À moi. La lettre était simple, directe, très semblable à lui. Il disait qu'il me donnait le portefeuille et tout ce qu'il contenait en cadeau. Un don manuel. Il avait écrit avec un terme juridique, souligné, comme s'il l'avait cherché pour s'assurer de bien l'écrire. Donné de son vivant, pas dans le cadre d'un testament. Il voulait que je l'aie, que j'aie un départ dans la vie, une vraie chance. La dernière ligne était celle qui m'a brisé. N'abandonne pas, gamin. Je sais que ton père essaiera de te le prendre. Il prend tout. Mais tu es plus fort que lui.
Tu ne le sais juste pas encore. En bas, il y avait un sceau de notaire. Tampon officiel, signature, date. Il l'avait fait notarier, l'avait rendu légal, contraignant. Je suis resté assis là dans le noir, tenant ce morceau de papier comme s'il était en or, parce qu'il l'était. Il valait plus que le billet de loterie. C'était une preuve légale et notariée que mon grand-père avait eu l'intention de me donner ce portefeuille et tout ce qu'il contenait. Maurice devait voir ça. Immédiatement. J'ai attrapé mon téléphone. 8% de batterie. Je l'ai appelé quand même. Il a répondu à la 3e sonnerie, l'air à moitié endormi. Il était plus de 22 heures. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelque chose. Une preuve. Une lettre de mon grand-père, notariée, datée d'avant sa mort. La preuve que le portefeuille était un cadeau. Maurice est resté silencieux un long moment. Puis il m'a dit de le photographier. Les deux côtés, haute résolution. De le lui envoyer immédiatement. Je l'ai fait, mes mains tremblant si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour obtenir une photo nette. Il m'a rappelé 5 minutes plus tard, bien réveillé maintenant, la voix vive et concentrée. Cela change tout, a-t-il dit. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Nous allons déposer ça comme nouvelle preuve. Demander une audience d'urgence. Cette lettre est un don manuel. Elle prime sur les réclamations de la succession. Ton père n'a aucun argument. L'audience a été fixée à la semaine suivante. Tribunal des successions. La juge Morrison présidait. Maurice a dit qu'elle était juste. Stricte sur la procédure, mais juste. J'ai passé les 6 jours suivants dans cette chambre de motel, rationnant le reste de mon argent. J'ai acheté des ramen en gros au magasin à $1. 3 paquets pour $1. Je pouvais faire durer un paquet de repas si j'étais prudent. La photographie était sur la commode, toujours dans son cadre cassé. La lettre était dans la poche de ma veste, dans une pochette en plastique que Maurice m'avait donnée. Je la touchais toutes les quelques heures juste pour m'assurer qu'elle était toujours là, toujours réelle. Le palais de justice était en centre-ville. Vieux bâtiment, marche en pierre, cette odeur particulière de cire à parquet et de bureaucratie. J'ai rencontré Maurice à l'extérieur. Il portait son beau costume, celui qu'il gardait pour les audiences importantes. Bleu marine avec une cravate rouge. Nous sommes passés par la sécurité, avons monté 3 étages, descendu un couloir avec des sols en marbre qui résonnaient à chaque pas. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, avec des lambris, un plafond haut, un drapeau américain dans le coin. Environ 20 sièges pour les observateurs, la plupart vides. Mon père était déjà là, premier rang, côté gauche. Il avait 3 avocats avec lui, des costumes qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Il m'a vu entrer et son expression n'a pas changé. Juste froide, calculatrice. Diane était assise à côté de lui. Jessica était là aussi, l'air mal à l'aise. Nous nous sommes assis du côté droit. Moi et Maurice, juste nous. L'huissier a demandé à tout le monde de se lever. La juge Morrison est entrée. Elle avait la soixantaine, les cheveux gris tirés en arrière, des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle faisait ce travail depuis trop longtemps et qu'elle avait tout vu 2 fois. Elle s'est assise. Tout le monde s'est assis. Elle a ouvert un dossier et a examiné quelque chose un moment. Puis elle a levé les yeux. Elle a demandé à l'avocat principal de mon père de présenter son cas. L'avocat s'est levé. Un grand type, cheveux argentés, le genre de voix qui remplissait la pièce sans effort. Il a exposé la situation méthodiquement. Le portefeuille faisait partie de la succession. Mon père, en tant qu'héritier principal, avait droit à tous les actifs de la succession. Le transfert du portefeuille avait été fait sans connaissance de son contenu. L'erreur de fait invalidait le don. Mon père avait droit au gain de la loterie dans le cadre de son héritage. Il a parlé pendant 15 minutes. A cité la jurisprudence, des précédents, a fait en sorte que leur victoire semble inévitable. La juge Morrison a écouté sans expression. A pris des notes. A posé quelques questions de clarification. Puis ce fut le tour de Maurice. Il s'est levé, plus petit que l'autre avocat. Costume moins cher, mais sa voix était stable. Il a présenté notre défense. Le portefeuille avait été un cadeau donné directement à moi, par mon nom, lors d'un dîner de famille.
Mon père avait explicitement dit qu'il était à moi. Plusieurs témoins pouvaient le confirmer. L'autre avocat a objecté, a dit que le don avait été fait sous de fausses prétentions. Que mon père n'aurait pas donné quelque chose d'une valeur de 182 millions de dollars s'il en avait connu la valeur. Maurice a contré. A dit que l'ignorance de la valeur n'invalide pas un don. Que mon père avait examiné le portefeuille, avait déterminé qu'il était vide, et l'avait donné. La diligence raisonnable était de sa responsabilité. Les avocats ont débattu. Arguments techniques, précédents juridiques. Ma tête tournait, essayant de tout suivre. La juge Morrison a levé la main. Assez. Elle a regardé Maurice, lui a demandé s'il avait d'autres preuves que les témoignages sur le dîner. Quelque chose de concret montrant l'intention de mon grand-père. Maurice m'a jeté un coup d'œil, a hoché la tête. J'ai mis la main dans ma veste, j'ai sorti la pochette en plastique avec la lettre, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'huissier, qui l'a apporté à la juge. Les avocats de mon père ont immédiatement objecté. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi n'en avait-il pas été informé? C'était très irrégulier. La juge Morrison les a fait taire d'un regard. Elle a ouvert la pochette et a lu la lettre. La pièce était complètement silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge sur le mur faire tic-tac. Quelqu'un dans la rangée du fond a toussé. La juge Morrison l'a lu 2 fois. A examiné le sceau du notaire, l'a tenu à la lumière. Puis elle l'a posé et a regardé mon père. Son expression avait changé. La neutralité professionnelle avait disparu. Maintenant, il y avait autre chose. Du dégoût, peut-être, ou de la déception. Elle a demandé à l'avocat de mon père s'il était au courant de cette lettre. L'avocat avait l'air confus. A dit non. C'était la première fois qu'il en entendait parler. A demandé du temps pour vérifier son authenticité. La juge Morrison a dit que ce ne serait pas nécessaire. Le sceau du notaire était valide. La date était claire. La lettre avait été écrite et notariée avant la mort de mon grand-père. C'était un don manuel, fait de son vivant, en dehors de la procédure de succession. Elle a de nouveau regardé mon père, lui a parlé directement. Elle a dit qu'il était clair d'après la lettre que mon grand-père avait spécifiquement eu l'intention de me donner le portefeuille et son contenu, qu'il avait pris des mesures légales pour s'assurer que ce don tiendrait devant un tribunal. Que toute réclamation de mon père sur ses actifs était sans fondement. Requête rejetée, a-t-elle dit. Les gains de la loterie appartiennent au petit-fils. Affaire classée. Elle s'est levée. Tout le monde s'est levé. Elle est partie par la porte derrière le banc. Les avocats de mon père rassemblaient déjà leurs papiers, parlant à voix basse, gestion des dégâts, calculant comment le facturer pour cette perte. Mon père était juste assis là, regardant droit devant lui. Son visage était devenu pâle. Diane lui a touché le bras, mais il n'a pas réagi. Je me suis dirigé vers la sortie. Maurice disait quelque chose sur les prochaines étapes, sur la levée de la TRO, sur l'accès à nouveau à mon compte. Je l'entendais à peine. J'ai atteint le couloir, j'ai commencé à me diriger vers les ascenseurs. C'est là que j'ai entendu des pas derrière moi, rapides, se rapprochant. Liam, la voix de mon père. Attends. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, plus vieux. La confiance qu'il portait comme une armure à la table du dîner 2 mois auparavant avait disparu. Maintenant, il avait juste l'air désespéré. Il a dit que tout cela était un malentendu. Que nous étions une famille. Que bien sûr, il était heureux pour moi. Il protégeait juste la succession de son père, faisant son devoir d'exécuteur testamentaire. Sûrement, je comprenais. Il a dit que nous devrions parler, arranger ça. Il pourrait m'aider à gérer l'argent, à l'investir correctement. Nous pourrions être une équipe, père et fils. Comme ça devrait l'être. Jessica était derrière lui, regardant le sol. Diane se tenait plus en retrait, les bras croisés, calculant déjà sa stratégie de sortie de ce désastre. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai trouvé les billets que je portais depuis le réveillon du Nouvel An, les 40 $ de pourboire, froissés d'avoir été dans ma poche à travers tout. Le blizzard, le procès, le motel bon marché, tout. Je les ai lissés. 2 billets de vin, usés et doux sur les bords. J'ai pris la main de mon père, j'ai placé les billets dans sa paume, j'ai fermé ses doigts autour d'eux. Je lui ai dit qu'il avait l'air fatigué, qu'il devrait s'acheter un café, qu'il pouvait garder la monnaie.
Son visage a traversé plusieurs expressions. Confusion, reconnaissance, honte, colère. Je n'ai pas attendu de voir laquelle l'emporterait. Je suis allé à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, les portes se sont ouvertes immédiatement, comme si elles attendaient. Maurice est entré avec moi. Il souriait vraiment. Il a dit que c'était la chose la plus satisfaisante qu'il ait vue en 20 ans de pratique du droit. L'ascenseur a descendu, les numéros d'étage s'allumant et s'éteignant. 3, 2, 1. Rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes sur le hall du palais de justice. La lumière du soleil entrait à flot par les hautes fenêtres. C'était fin février, mais le soleil était vif, presque chaud. Je suis sorti, j'ai descendu les marches en pierre jusqu'au parking où Maurice avait laissé sa voiture. Il m'a proposé de me déposer, m'a demandé où je voulais aller. À la maison, à un hôtel, pour célébrer. Je lui ai dit que je devais d'abord faire un arrêt. Justin. Il m'a conduit à mon motel. Je suis entré dans cette petite chambre triste avec un chauffage cassé et une moquette tachée. J'ai attrapé la boîte en carton, les affaires de mon grand-père. Les médailles, les lettres, le chapeau de pêche, le cadre photo cassé avec la photographie toujours à l'intérieur, éclat de verre et tout. Je n'avais besoin de rien d'autre. Les vêtements pouvaient rester. Les quelques biens que j'avais accumulés en 2 mois de limbe juridique. Rien de tout cela n'avait d'importance. Maurice m'a conduit au cimetière de Riverside. C'était du côté et de la ville. De vieux chênes et des pierres tombales en granit datant des années 1800. La concession de mon grand-père se trouvait dans une nouvelle section où les tombes avaient encore des fleurs fraîches et où l'herbe était entretenue. J'ai dit à Maurice que je trouverais mon propre chemin pour rentrer. Il a compris, m'a tendu sa carte, m'a dit de l'appeler demain et que nous commencerions le processus de déblocage de mes comptes, de récupération de ma vie. Il est parti en voiture. Je suis resté là avec la boîte en carton. La tombe était simple. Joseph Chin, date de naissance et de mort. Père et grand-père bien-aimés en dessous, une petite gravure de l'emblème du corps des marines. J'ai posé la boîte, je l'ai ouverte, j'ai sorti la photographie dans son cadre cassé. Je l'ai regardée longtemps. La fissure dans le verre passait juste entre nous sur la photo, entre moi à 10 ans et grand-père Joe. Comme si quelque chose essayait de nous séparer, mais n'y arrivait pas tout à fait. Je lui ai dit merci à voix haute, à la pierre tombale. Pour la lettre, pour le cadeau, pour m'avoir appris que la force n'était pas une question de muscles ou d'argent. C'était de savoir qui on était quand tout le reste vous était enlevé. La douleur est temporaire, ai-je dit. Le triomphe est éternel. Le vent s'est levé, a dispersé des feuilles de chêne sur la tombe. Quelque part au loin, un corbeau a crié. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, jusqu'à ce que les ombres s'allongent, jusqu'à ce que je me sente prêt à partir. J'ai ramassé la boîte, j'ai commencé à marcher vers l'entrée du cimetière. Mon téléphone a vibré. Maurice avait organisé un service de voiture. Une berline noire attendait à la porte. Le chauffeur m'a demandé où je voulais aller. Je lui ai dit de simplement conduire un moment. Je lui ferai savoir. Nous sommes sortis sur la route principale, direction sud, loin du palais de justice, loin du manoir de mon père, loin du motel et des avocats et de tout ça. Le cadre photo cassé était sur le siège à côté de moi. Le verre fracturé, mais la photographie toujours visible en dessous, toujours intacte là où ça comptait. J'ai pensé à ce que mon grand-père avait écrit dans cette lettre, sur le fait d'être plus fort que je ne le savais. Sur le fait de ne pas abandonner. Il avait eu raison sur tout. Sur mon père essayant de me le prendre, sur ma force pour me battre, sur l'argent étant moins important que le principe. Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, ai-je réalisé. C'est avoir la volonté de le garder, le caractère de ne pas le laisser changer qui vous êtes, la force de l'utiliser correctement. Mon grand-père m'avait appris ça. Pas avec un billet de loterie, avec tout ce qui l'avait précédé. Les livres, les parties de pêche, les courses matinales. Tout cela m'avait préparé à ce moment. La berline glissait doucement sur l'autoroute. Le chauffeur ne posait pas de questions. Il conduisait simplement. J'ai regardé par la fenêtre le Connecticut qui défilait. Les arbres nus et le ciel gris, le monde qui semblait soudainement plein de possibilités au lieu de limitations. J'avais gagné. Pas seulement le procès, pas seulement l'argent. J'avais gagné quelque chose de plus grand. Je m'étais prouvé que je pouvais me tenir debout, que je pouvais me battre,
que je n'étais pas l'échec que mon père pensait que j'étais. La photographie était à côté de moi sur le siège en cuir noir, cadre cassé, verre brisé. Mais l'image en dessous était toujours claire, toujours vraie, toujours réelle. Moi et grand-père Joe au lac, sa main sur mon épaule, tous les deux souriant à un avenir que nous ne connaissions pas encore. Un avenir qui était à moi. Maintenant, enfin, complètement à moi. La berline a continué sa route. Le soleil s'est couché derrière nous. Et j'ai souri. Parce que le triomphe est éternel. Peñazos. No, no, me van a matar de vuelta. ¡Ay, no! Un corazón, un corazón. Tengo el bloque de protección de Rivan. Easy. Gracias, Easy. Ay, eso necesito. Sí, sí. Gracias. Pará, me faltan... ¿Qué me falta? La espada me falta. La espada de... ¿Alguien vio mi espada? ¿Dónde está? La tiene el zombie. Vale. ¿Dónde está mi espada? Me falta la espada de diamante. Desapareció, ¿no? ¡Ay, no tengo espada! Me tengo que ir a mi casa. Barra home. Home. Dice, está lleno. Tengo tu bloque de protección, Rivan. No sé qué carajo. A ver, me mató el monster. Dice, está ciego mi muchacho. Es un asco lo que está pasando. Hay muchos zombies. Tiene la espada. ¡Ay, verdad! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! No veía nada, no veía un carajo. Tengo una pechera de diamante, dice. No, no es mía. Yo tengo una cosa de... Es de Rivan. Son las cosas de Rivan, para poco. Tengo cosas de Rivan. Esta llave es mía. Esto también. Vale, esto no. Vale. Bien, estoy dejando las cosas en mi casa porque... No quiero morir. Oye, Itachi, voy. TP Easy. Voy a ir a Easy, que estaba ahí. Vale. Rivan, ¿dónde estás? Oye, Itachi dijo, ¿y dónde está la monster? Ah, acá está el spawn, acá está el spawn. Esto se va a descontrolar. Ah, perdí el escudo también, pero bueno, no importa. Ahora hago uno. Es que sí, amigo, morir es un asco. ¿Y esto? No había nada. Vale, decime... Rivan, no me jodas. Tengo tu bloque, Rivan. Después venite que te lo doy. Vale. Me cago en la hostia, tío, con el monster. Esto sigue funcionando, por ende están respawneando abajo. Están respawneando acá en la zona secreta del monster. Y voy a ir... Vale, me llevo esto. ¿Y esto? ¿Esto es una caja o no? ¡Esto es una caja! Esto es una caja, pero no sé si es muy pro. Hay que ver. Hay que chequear. ¿Qué tiene? Tiene una manzana común. Una... ¿Eso qué es? Una esmeralda. ¡Ay, un bloque de diamante! Yo le voy a entrar a esta y sí, no sé qué pedos. Yo le voy a entrar. ¿Querés entrarle vos? Si no me la llevo yo, 100%. Vale. Voy a usarla. Voy a usar la llave. Uso la llave maestra y sí. Let's go. ¡Y sí! Gracias. ¿Y esto? Veneno. Es un montón. Vale. Abro el cofre. Let's go. Let's go. ¿Y? ¡No está funcionando! ¡No funciona esto! ¡Abre el coso! Vale, no funciona. No sé qué pasa. No se puede esa. Ocupas otra key. ¡Ah! No me jodas. Tiene que ser otra llave. Tengo esta. Llave de desafío. Ah, me recabió. Tenemos que encontrar las otras. Acá hay esqueletos. A ver. ¡Ah! Me pegó algo. Vale. Voy a... ¿Qué dice? Voy a leer. Cartel secreto. Para esta caja necesitas una llave azul. Ah, vale, gracias, Easy. Vale, ok. Hay distintos tipos de llaves. Qué bueno que está esto. Vale. Amigo, me siento, no sé, en una aventura de no sé. No, hay un esqueleto. De Jurassic Park. Soy muy fan de Jurassic Park, Soy muy fan de todo lo que es los dinosaurios. Voy a entrar. Pero me gustan mucho, tipo, las originales. Después el resto me gustan, pero... habría que ver. Habría que chequear qué pedos. Vale. Voy a entrar en la zona buscando a Monster. Esto ya está todo recontravisto. A ver acá. Oye, Itachi, decime, Rivan. ¡Ay! Respawneó algo. Servati fight. Estoy peleando contra los Monster. Me va a matar el Monster. Vale. Para un poco que se está armando la teamfight. Necesito bloques, necesito bloques. Si no me matan. Dice, esa la dropea la dragona. Ocupa la llave de la dragona.
No, si tenía 2. ¿Qué dragona? ¿Qué dragón arriba? ¿Y qué hago con eso? ¿No me jodas? No sé, para mí es común. No es común esa llave. Vale, y dropeó algo. Allá hay otro spawn. ¡Ah! ¡Me cagué todo! Vale, vale. Allá hay otro spawn ahí abajo. Ese está funcionando también. Voy a bajar. ¿Y sí? ¡Y sí! Ahí voy. Maldito demonio. ¡Opa! Vale. Uf, me tengo que buscar. Hacerme una zona para esconder. Ya, ya, ya. 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 Vale. Zona de escondite se llama esto.